En 1960, dans un monde cinématographique encore largement dominé par les productions américaines et les canons hollywoodiens, Simone Signoret entre dans l'histoire en devenant la première actrice française à recevoir un Oscar. Ce n'est pas un petit fait, c'est un événement qui bouleverse les équilibres culturels, qui crée une brèche dans l'hégémonie hollywoodienne et qui surtout fait rayonner une autre idée du cinéma français. Son rôle dans Les chemins de la haute ville, Room at the Top, drame social britannique, réalisé par Jack Clayton, avait ému autant qu'il avait impressionné par sa profondeur. Elle y incarnait Alice Esgill, une femme mariée, blessée, amoureuse, à la dérive. Le personnage, tout en nuances, réclamait une actrice capable de rendre palpable le désespoir et la dignité, la passion et la résignation. Simone Signoret l'a incarnée avec une vérité bouleversante. Mais là où tant d'autres auraient vu dans cette récompense l'occasion de changer de cap, de s'installer à Hollywood et de capitaliser sur cette notoriété internationale, Simone Signoret a pris le contre-pied. Elle a remercié, salué, puis est retournée chez elle, à Paris. Non par désintérêt, mais par fidélité. Fidélité à une langue, à une culture, à une certaine idée de l'art et du cinéma. Elle a refusé les sirènes du rêve américain pour rester ancrée dans une réalité qu'elle connaissait bien et qu'elle avait à cœur de défendre, celle du peuple, de la mémoire, de la justice. L'Oscar, aussi prestigieux soit-il, n'était pour elle qu'une étape, pas un couronnement. « C'est en français que je pense, que j'aime et que je me bats », confiait-elle dans une interview devenue célèbre. Cette phrase résume tout. Simone Signoret n'a jamais considéré la célébrité comme une finalité. Ce qu'elle cherchait, c'était le sens, la substance. Son jeu d'actrice n'était jamais une coquetterie ni une recherche de glamour. Elle incarnait ses rôles avec la même intensité que ses convictions. Et ses choix artistiques en disent long. Loin des rôles d'ingénue ou de potiche, elle préférait ceux des femmes fortes, usées, combatives. Ce refus de s'américaniser ne fut pas sans conséquences. À une époque où la notoriété passait souvent par les studios californiens, sa décision fut perçue comme un acte de résistance. Elle assumait pleinement de ne pas être une star au sens hollywoodien du terme. Et pourtant, elle en était une. Une étoile française, rugueuse parfois, mais brillante d'intelligence et de profondeur. Elle n'avait pas besoin de s'aligner sur les standards internationaux. Elle les contournait, les réinventait et prouvait qu'une actrice pouvait exister pleinement en restant fidèle à son pays, à sa langue, à son peuple. Ce qui frappe, en relisant les critiques de l'époque, c'est la façon dont le public et les intellectuels ont accueilli son Oscar. En France, il n'a pas été vécu comme une consécration personnelle, mais comme une victoire collective. Celle du cinéma européen face à l'Amérique, celle d'une femme libre dans un monde d'hommes, celle d'une culture enracinée qui n'a pas besoin de s'exiler pour exister. Ce fut une fierté nationale. Et Simone Signoret a su canaliser cette fierté sans jamais tomber dans le chauvinisme. Elle a toujours été ouverte sur le monde, mais sans jamais renier son identité. Son choix de rester en France, de tourner avec des réalisateurs engagés comme Costa Gavras, René Clément ou Alain Resnais traduit sa volonté de contribuer à un cinéma porteur de sens. Dans les années 1960 et 1070, elle a multiplié les rôles où la dimension politique ou sociale était centrale. Elle n'était pas une actrice décorative, mais une femme actrice, avec tout ce que cela impliquait d'engagement. À l'écran, comme dans la vie, elle assumait ses rides, ses colères, ses silences aussi. Simone Signoret a souvent dit qu'elle ne voulait pas tricher avec le public, et en cela, elle s'est toujours tenue à une ligne de conduite rigoureuse, ne jamais flatter les attentes faciles, ne jamais simplifier la complexité humaine. L'Oscar lui a offert une reconnaissance planétaire, mais elle s'en est servie comme d'un levier pour continuer à creuser son sillon, pas comme un piédestal sur lequel se reposer. En cela, elle a incarné une rare forme de cohérence dans un milieu où les carrières s'étiolent, souvent dans le confort ou les compromis. Loin des clichés sur les stars hollywoodiennes, Simone Signoret a ouvert la voie à une autre forme de réussite. Celle qui ne se mesure pas au box-office, mais à l'impact durable de ses rôles, à la densité de sa présence, à la sincérité de sa trajectoire. En choisissant la fidélité à ses convictions plutôt que la facilité de la gloire internationale, elle a inscrit son nom non seulement dans les palmarès du cinéma, mais dans la mémoire vive d'un peuple. S'il est un amour qui a fasciné, traversé les époques et défié les conventions, c'est bien celui de Simone Signoret et Yves Montand. Un duo légendaire, à la fois magnétique, complexe, indissociable de la mémoire collective française. Leur couple, né au cœur des années d'après-guerre, n'était pas seulement l'union de deux artistes flamboyants, il était aussi le miroir d'un siècle en mutation, entre espoirs politiques, bouleversements sociaux et tempêtes intimes. Tout commence en 1949, sur les bords de la Méditerranée, dans un décor à la Marcel Pagnol. Simone Signoret, alors mère d'une petite fille née d'une précédente union, est déjà une comédienne reconnue. Yves Montand, chanteur charismatique, est en pleine ascension. Le coup de foudre est immédiat.
Leur amour, puissant hors norme, se tisse au fil des tournées, des plateaux, des silences et des combats. Ensemble, ils traverseront les décennies, tantôt glorieux, tantôt meurtris, mais toujours soudés par une forme de loyauté indéfectible. Leur couple fascine car il échappe au schéma. Il ne joue pas la carte du bonheur lisse. Il affiche ses fissures, ses blessures, ses contradictions. Yves Montand, homme à femme notoire, entretiendra plusieurs liaisons publiques, notamment avec Marilyn Monroe, tandis que Simone Signoret encaisse encore, sans jamais céder à la facilité de la rupture. Ce n'est pas de la soumission, c'est autre chose, une fidélité têtue, une manière de dire que l'amour n'est pas toujours parfait, mais qu'il peut survivre au désenchantement. Simone Signoret disait souvent que leur relation était un compagnonnage plus qu'un conte de fées. Ils formaient un tandem, un binôme artistique et politique. Elle, l'intellectuelle, lui, le tribun populaire. Ensemble, ils ont soutenu les grandes causes de leur temps. Le combat pour les libertés au Chili après le coup d'État de Pinochet, la lutte contre l'apartheid, les marches pour les droits civiques aux États-Unis, les appels pour la paix en Algérie. Leur salon parisien, rue de l'Ambre, était un carrefour d'idées. Une ruche où se croisaient artistes, penseurs et militants. Leur présence dans ces combats n'avait rien de décoratif. Ils y mettaient leur énergie, leur notoriété, leur voix. Quand Yves Montand monte sur scène à Santiago pour soutenir Victor Jara, Simone est là, dans les coulisses, inquiète mais fière. Quand elle signe des tribunes contre la peine de mort, il est à ses côtés. Leur engagement est sincère, souvent courageux, parfois risqué. Dans un monde artistique qui peut vite préférer le confort au courage, leur voix comptait. Ils refusaient de séparer l'art de la vie, le talent de la morale. Mais leur influence ne s'arrêtait pas à leur prise de position. Elle s'incarnait aussi dans leur manière de vivre, de vieillir, d'aimer. Dans une société patriarcale où les femmes devaient souvent s'effacer devant la carrière de leur mari, Simone Signoret a imposé sa voix, sa pensée, sa présence. Même dans l'ombre apparente de Montand, elle brillait d'une lumière propre. Elle n'était pas la femme d'eux, mais une figure en soi. Quand il chantait, elle écrivait. Quand il tournait, elle choisissait des rôles forts, comme dans La Veuve Couderc ou L'Armée des Ombres. Certes, leur relation fut mise à rude épreuve. Les infidélités de Montand, son attirance pour les États-Unis, les critiques, les pressions médiatiques, tout cela aurait pu briser leur lien. Et pourtant, ils ont tenu. Par amour, par habitude, par respect, sans doute un peu de tout cela. Simone Signoret disait que l'amour, le vrai, n'est pas un long fleuve tranquille, mais une traversée avec des orages. Leur histoire en est la parfaite illustration. Il serait injuste de réduire Signoret à son couple. Mais il serait tout aussi faux d'en faire abstraction. Car cet amour, aussi heurté soit-il, a nourri son art, sa vision du monde, sa mélancolie aussi. Dans ses écrits, notamment dans La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, elle revient avec pudeur et lucidité sur cette vie partagée. Elle ne cherche pas à enjoliver, encore moins à se plaindre. Elle raconte, avec ce mélange unique de tendresse et de lucidité qui la caractérise. Ce couple, qui a traversé tant de crises et de triomphes, continue d'habiter l'imaginaire collectif. Il incarne une certaine idée du couple français, passionné, libre, engagé, imparfait. À l'heure où les relations amoureuses sont souvent jetables, où le cynisme l'emporte sur le romantisme, l'histoire de Signoret et Montand apparaît comme un témoignage d'un autre temps, mais d'un temps qui, peut-être, avait encore foi en la durée, en la complicité, en l'épreuve, comme ciment. Simone Signoret n'a jamais prétendu donner des leçons d'amour, mais par sa vie, par ses choix, par son endurance, elle a offert un exemple rare, celui d'une femme qui n'a jamais sacrifié sa personnalité à son couple, mais qui a su aimer sans renoncer à elle-même. Un équilibre fragile, mais profondément moderne. En 1978, alors que son visage est déjà gravé dans la mémoire collective comme l'une des plus grandes actrices françaises, Simone Signoret surprend tout le monde en publiant un livre. Pas un simple recueil d'anecdotes de tournage, ni une biographie factuelle, non. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, un titre emprunté à une citation ironique de Pierre Dac, est un véritable bouleversement littéraire. Le succès est immédiat, autant critique que public. Ce texte dense, sensible, lucide, marque une nouvelle facette de la femme, celle d'une auteure, d'une mémoire vivante du siècle. Dès les premières pages, le lecteur comprend qu'il ne s'agit pas d'un énième livre de stars. Signoret écrit avec une sincérité désarmante, une intelligence douloureuse parfois. Elle y raconte son enfance de petite fille juive dans la France de l'avant-guerre, son exil temporaire à Londres, ses débuts dans le cinéma d'après-guerre, sa rencontre avec Montand, leur combat commun, leur désillusion. Tout y est, sans pathos ni filtre. Son style est direct, fluide, intime. Elle regarde sa vie en face, avec ce mélange d'élégance et de gravité qui la caractérise. Ce livre est un tournant. Il révèle au grand public ce que ses proches savaient déjà. Simone Signoret n'est pas qu'une actrice au regard intense, c'est une intellectuelle. Elle lit beaucoup, écrit avec rigueur, pense avec acuité. Elle refuse la superficialité, même dans les moments les plus douloureux.
Sa plume devient alors une arme de transmission, un outil de mémoire. Elle ne cherche pas à se grandir, encore moins à se victimiser. Elle observe, note, se souvient et partage. C'est un témoignage générationnel, un miroir tendu à tous ceux qui ont traversé les guerres, les espoirs politiques, les bouleversements intimes du XXe siècle. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, devient un best-seller traduit dans plusieurs langues, étudié dans les écoles. Il touche un public bien au-delà des amateurs de cinéma. Des jeunes femmes s'y reconnaissent, des anciens résistants y trouvent écho à leurs blessures, des intellectuels saluent la profondeur de l'analyse. Simone Signoret, par ce livre, devient une passeuse de mémoire, une conteuse du réel. Elle fait dialoguer l'intime et le collectif avec une finesse rare. Mais elle ne s'arrête pas là. En 1985, quelques mois avant sa mort, elle publie Adieu Volodia, un roman cette fois qui raconte l'histoire d'un couple d'artistes juifs dans la Russie révolutionnaire exilés à Paris. Ce n'est plus elle qu'elle raconte, mais à travers les destins fictifs, c'est bien sa sensibilité qui palpite. Le roman, une fresque historique et humaine, reçoit le prix des libraires. Preuve qu'elle n'était pas qu'un nom célèbre qui écrit. Elle était devenue une véritable auteure, reconnue et respectée. Ce goût de la mémoire, Simone Signoret l'avait aussi dans ses rencontres. Elle fréquentait les écrivains, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Georges Semprin. Elle les écoutait, les lisait, les questionnait. Elle croyait en la transmission, en la nécessité de se souvenir pour comprendre. Elle détestait l'oubli volontaire, les réécritures de l'histoire, les falsifications confortables. Dans une époque où le présent efface souvent le passé à coups de buzz, Simone Signoret nous rappelle combien la mémoire est précieuse. Elle a aussi transmis sa vision à sa fille, Catherine Allégret, issue de son union avec le réalisateur Yves Allégret. Bien que leur relation mère-fille ait connu des tensions, notamment révélées dans le livre Un monde à l'envers de Catherine, les deux femmes partageaient ce besoin d'écrire, de témoigner, de comprendre ce qui les avait façonnées. Là encore, Signoret ne fuit pas. Elle assume. Elle ne cherche pas à gommer les douleurs, elle les affronte avec courage et souvent avec tendresse. Ce qui frappe dans sa démarche littéraire, c'est qu'elle ne cherche jamais à s'imposer. Elle écrit comme elle a vécu, à hauteur d'humain. Pas de grandes théories, pas de déclarations tonitruantes, juste une voix, ferme mais douce, qui dit « Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai perdu, ce que j'ai aimé ». Une voix qui rassure, qui bouscule, qui accompagne. Aujourd'hui encore, les écrits de Simone Signoret résonnent. Dans les bibliothèques féministes, dans les anthologies sur le cinéma, dans les témoignages sur la résistance ou l'après-guerre, elle était là. Pas seulement en tant que figure publique, mais comme conscience, comme témoin, comme source d'inspiration. Elle a donné une voix à celles et ceux qu'on n'écoutait pas. Elle a montré que l'on peut vivre une vie entière sous les projecteurs tout en conservant une profondeur intérieure intacte. Simone Signoret n'a jamais porté l'étiquette de féministe comme un étendard. Elle n'a pas multiplié les slogans, les tribunes tonitruantes ou les gestes spectaculaires. Pourtant, sa vie entière est un manifeste silencieux mais puissant en faveur de l'émancipation des femmes. À une époque où le cinéma imposait aux actrices de rester jeunes, belles, effacées et dociles, elle a choisi le contre-pied. Vieillir à l'écran, dire ce qu'elle pense et exister en tant qu'artiste à part entière, non comme faire-valoir masculin. Son féminisme ne s'écrivait pas en lettres majuscules, mais dans ses choix, ses refus, sa constance. Dès ses débuts, elle refuse les rôles purement décoratifs. Dans Casque d'or 1952, elle incarne une femme libre, sensuelle, tragique, maîtresse de son destin jusqu'à la mort. Ce rôle, l'un des plus marquants de sa carrière, n'est pas celui d'une jeune première soumise, mais celui d'une femme complexe, désirable et souveraine. Signoret ne cherche pas à plaire, elle impose. Elle refuse de se couler dans les moules, ni poupée, ni muse, ni victime. Elle veut jouer des femmes vivantes, parfois rugueuses, toujours profondes. En avançant en âge, elle ne cède pas à la pression sociale de la jeunesse éternelle. Alors que le cinéma, dès les années 1960, commence à reléguer les femmes de plus de 40 ans à des rôles secondaires ou maternels, Simone Signoret continue à occuper le devant de la scène. Elle choisit des personnages de femmes usées, cassées, puissantes. Dans La vie devant soi, 1977, elle interprète Madame Rosa, une ancienne prostituée juive, survivante d'Auschwitz, qui élève les enfants d'autres femmes. C'est un rôle exigeant, bouleversant, sans phare. Elle y apparaît fatiguée, marquée par la vie, mais d'une dignité éclatante. Ce rôle lui vaut le César de la meilleure actrice. Son refus de se soumettre aux diktats de l'apparence est un acte politique. À une époque où le lifting commençait à devenir la norme, elle assume ses rides, sa silhouette changée, sa voix un peu voilée. Elle ne triche pas. Elle montre que vieillir n'est pas une honte, mais une expérience. En cela, elle ouvre la voie à d'autres actrices, à d'autres femmes qui se sentent enfin représentées.
Dans un univers cinématographique largement masculinisé, elle prouve qu'on peut continuer à exister artistiquement même après la jeunesse. Simone Signoret a aussi marqué les esprits par son indépendance intellectuelle. Elle ne s'est jamais contentée d'être une icône muette. Elle pensait, lisait, écrivait. Elle s'exprimait dans les médias, sans langue de bois. Elle disait ce qu'elle pensait du monde, des injustices, des oppressions. Elle dénonçait les inégalités sans dogmatisme. Elle faisait partie de ces figures féminines qui, sans théoriser le féminisme, le pratiquaient au quotidien. Elle n'a jamais renié sa part de vulnérabilité, mais elle en a fait une force. Elle a aussi profondément influencé la manière dont les femmes de sa génération et des suivantes percevaient leur place dans la société. Elle montrait qu'on pouvait aimer, être mère, être épouse et rester libre. Elle refusait les hiérarchies entre vie privée et vie publique. Quand elle accompagnait Montand en tournée, elle écrivait. Quand il brillait sous les projecteurs, elle construisait une œuvre intérieure. Elle ne voulait pas choisir entre l'ombre et la lumière. Elle traçait sa propre trajectoire. Ce féminisme discret, mais déterminé, se lit aussi dans sa manière d'encourager d'autres femmes. Plusieurs actrices lui rendent hommage encore aujourd'hui, non pas comme une star, mais comme une sœur d'âme. Juliette Binoche parle d'elle comme d'une boussole. Isabelle Huppert évoque une inspiration durable. Même des actrices plus jeunes, comme Léa Seydoux ou Adèle Haenel, voient en elle une pionnière de l'intégrité artistique et humaine. Il faut aussi souligner que Signoret a assumé les contradictions de sa génération. Elle ne s'est jamais posée en modèle absolu. Elle reconnaissait ses erreurs, ses silences, ses limites. Elle savait que le combat des femmes ne se gagnait pas en un jour et que chaque pas comptait. Elle ne cherchait pas à être parfaite, mais à être juste. Et c'est sans doute cette humanité, cette modestie dans l'engagement, qui la rend aujourd'hui si actuelle. Dans une époque marquée par des luttes féministes plus visibles, plus radicales parfois, l'exemple de Simone Signoret rappelle que l'on peut aussi militer par la cohérence de ses actes, par la sincérité de sa parole, par la fidélité à soi-même. Elle incarne une forme de féminisme de fond, lent, solide, résistant. Un féminisme qui ne cherche pas la lumière mais qui éclaire. Et c'est peut-être le plus fort des héritages. 38 ans après sa disparition, Simone Signoret ne cesse de hanter positivement la mémoire collective française. Elle n'est pas simplement une image d'archive ou un nom figé dans le générique des grands classiques du cinéma. Elle est vivante dans les esprits, dans les lignes qu'elle a écrites, dans les causes qu'elle a embrassées, dans les regards d'actrices qui lui doivent une part de leur liberté. Rarement, une personnalité aura autant traversé les générations en gardant intacte cette aura de sincérité, de force tranquille, de cohérence entre la parole et les actes. Son souvenir ne se limite pas à des hommages télévisés, des documentaires annuels ou des noms de rues à son effigie. Il se transmet dans les écoles de théâtre, dans les universités, dans les cercles féminins, dans les bibliothèques. À Sciences Po, à la Sorbonne, dans les lycées, des enseignants analysent ses écrits comme autant de témoignages politiques et sociaux. Dans les écoles de cinéma, on étudie sa filmographie comme un modèle d'incarnation juste et sans fioriture. On découvre sa voix posée, son regard franc, son jeu sans ostentation. Et chaque fois, la même impression revient, celle d'une femme qui n'a jamais triché. Des actrices contemporaines comme Juliette Binoche, Isabelle Huppert ou Emmanuelle DeVos parlent d'elle avec une immense reconnaissance. Elles voient en elle une pionnière, pas seulement parce qu'elle a été la première française oscarisée, mais parce qu'elle a su maintenir une ligne artistique exigeante sans jamais sacrifier son intégrité. À l'heure où le marketing envahit la culture, où les carrières sont souvent guidées par la rentabilité plutôt que par le sens, Simone Signoret reste un repère. Une étoile à visage humain qui rassure autant qu'elle inspire. Son héritage, c'est aussi celui du courage. Courage de dire non à Hollywood. Courage de rester en France quand l'Amérique lui tendait les bras. Courage d'assumer ses rides, ses doutes, ses douleurs. Courage d'écrire, de prendre position, de se dévoiler sans jamais s'exhiber. Elle n'a jamais été dans la séduction gratuite. Elle préférait la vérité nue. Elle était belle mais sans artifice. Brillante mais sans arrogance. Connue mais toujours ancrée. Il y a, chez Simone Signoret, quelque chose de profondément français, au sens noble du terme. Un mélange de culture populaire et d'intellectualisme. Une capacité à dialoguer avec le peuple comme avec les élites. Une manière d'embrasser la complexité du monde sans jamais renoncer à ses idéaux. Elle ne séparait pas l'art de la politique, la vie privée du combat public. Elle assumait d'être une actrice et une femme engagée, une épouse et une penseuse, une artiste et une citoyenne. Et cette richesse-là, cette complexité assumée, manque cruellement dans nos temps où tout doit être simplifié, segmenté, marqueté. Pour beaucoup, elle incarne encore une certaine idée de la France. Une France qui lit, qui débat, qui résiste, qui refuse les faux-semblants. Une France qui valorise la parole, la mémoire, le courage d'être soi. Une France qui donne encore du sens aux mots engagement, culture, dignité.
Dans une époque où les figures publiques semblent souvent lisses, stratégiques, vidées de leur substance, Simone Signoret reste l'exemple d'une figure entière, jamais calculée, toujours sincère. Son couple avec Yves Montand, malgré ses tempêtes, reste aussi un modèle d'alliance artistique. Il rappelle que l'amour peut cohabiter avec l'ambition, que la fidélité peut résister à la fragilité humaine, que deux parcours brillants peuvent se croiser sans se détruire. Ensemble, ils ont traversé les époques, les combats, les doutes, et à travers eux, c'est toute une génération qui a cru en la force de l'engagement, de la passion et de la culture. Aujourd'hui, alors que les combats féminins, sociaux et culturels sont plus que jamais sur le devant de la scène, Simone Signoret reste une figure de proue. Pas comme une idole du passé, mais comme une boussole pour le présent. Une femme qui a prouvé que la notoriété n'était pas incompatible avec l'exigence, que la beauté pouvait cohabiter avec l'intelligence, que le succès pouvait rimer avec l'honnêteté. Ce qu'elle a laissé à la France, ce n'est pas qu'un Oscar, c'est bien plus fort. Un héritage de courage, d'élégance et de conscience. Une voix qui continue de résonner, un regard qui continue de veiller, une œuvre qui continue d'interpeller. Et tant qu'il y aura des jeunes femmes cherchant leur voie, des artistes refusant les compromis, des citoyens croyant en la puissance de la culture, Simone Signoret ne sera jamais tout à fait absente. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ou redécouvrir le parcours exceptionnel de Simone Signoret. Plus qu'une actrice, elle fut une voix libre, une mémoire lucide, une femme engagée qui a laissé une empreinte indélébile dans la culture française. Si son Oscar a marqué l'histoire, c'est surtout son intégrité, sa plume et son courage qui continuent de nous inspirer. Si cette vidéo ou cet article vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker ou vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dédiées aux figures qui ont façonné notre époque. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans la vie de celles et ceux qui ont marqué les cœurs et les consciences. Simone Signoret n'est plus, mais sa lumière, elle, ne s'éteindra jamais.